230 000. C'est le nombre de femmes qui ont subi l'abus sexuel en 2022. Nous donnons la parole aujourd'hui à l'une d'elles, une femme courageuse. À travers son témoignage, elle nous partage son combat, sa douleur, mais aussi le chemin parcouru vers sa guérison. Je m'appelle Damoucha Kwaku et bienvenue à Inside Talk. Bonjour Mélissa, Bonjour Damoutia. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Mélissa Mbien Tafoumou. Je suis mariée. Je travaille actuellement en tant que conseillère en assurance et j'ai mon entreprise aussi de cosmétiques à côté. Je gère aussi l'entreprise de transport avec mon mari et puis j'ai aussi plein d'autres projets. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance, dans quel environnement tu as grandi? Qui est Mélissa Davon? Alors moi j'ai grandi dans une famille plutôt modeste où je ne manquais de rien sur l'aspect matériel. Nos parents aussi étaient vraiment très présents. Mon père était très présent, ma mère aussi. On voyageait régulièrement avec ma mère. Alors juste pour, information, donc j'ai un grand frère, une grande sœur et une petite sœur et à l'âge de mes 8 ans, mes parents se sont séparés. Mon père, lui, a très mal vécu, la séparation parce que au fur et à mesure, il est tombé dans l'alcool, Mmh. dans la dépendance à l'alcool et moi, je vivais avec ma mère pendant une semaine et les week-ends, j'allais chez mon père. Sauf que quand j'allais chez mon père, en fait, je voyais pas du tout qu'il était dépendant à l'alcool. C'est une fois que j'ai vécu, pardon, avec lui que là, j'ai vu que, bah, il était, alcoolique à ce moment-là. Et donc, à l'âge de mes 10 ans, ma mère a rencontré un homme. Au début, ça se passait très bien. 1 an plus tard, ils ont décidé d'emménager ensemble et quand ils ont emménagé ensemble, ça a été le début d'une catastrophe. Bon après ça, c'est vraiment un autre témoignage, mais c'est pour expliquer en fait, la suite. C'est-à-dire que c'était un homme qui était très violent, Mmh. donc qui battait ma mère, il y avait aussi même séquestration avec armes, c'était vraiment compliqué, très, très compliqué et 1 an plus tard, ma mère a décidé de partir vivre en Angleterre. Donc moi j'ai décidé d'habiter chez mon père, j'ai pas décidé de suivre ma mère et en fait, c'est là vraiment que j'ai vu que mon père était alcoolique. Donc il buvait tous les jours il était bourré, il était alcoolisé et ce qui fait que, moi je passais la plupart de mon temps dehors avec mes copines, avec mes amis. Je rentrais uniquement que pour manger et dormir parce que je supportais pas du tout l'atmosphère qu'il y avait et voilà un peu dans l'environnement dans lequel j'ai grandi et comme on le sait, quand on traîne dehors, Mmh. il y a forcément des conséquences qui ne sont pas bonnes. Et donc c'est là que j'ai commencé à connaître, les attouchements sexuels et le viol. Mmh. Justement, comment ça s'est passé? Tu as subi, la séparation de tes parents, tu commences à sortir et tout, est-ce que tu peux nous raconter cet événement de là où le viol a eu lieu, en fait? Alors il faut savoir que depuis mon enfance, en fait, le diable a vraiment tenté d'utiliser cette porte-là pour pouvoir nuire à ma destinée. Mmh. Parce que j'ai appris, quand j'avais 22 ans, aujourd'hui j'en ai 30, que lorsque j'étais, bébé limite, hein, je crois que j'avais entre 1 an et 2 ans, en fait une personne très proche de ma famille a tenté de me violer. Sauf que Dieu merci, ma grande sœur était présente, donc elle est intervenue à ce moment-là et donc en fait ça on va dire que ça a été le premier moment que j'ai vécu, sauf que moi j'en avais aucun souvenir. C'est vraiment ma grande sœur qui m'a rappelé ça Mmh. et ensuite, comme je le disais, moi j'allais souvent chez mes copines, je restais souvent dehors et une fois je suis partie chez l'une de mes meilleures amies qui s'appelle Alice. C'est là où j'ai vécu mon premier attouchement réel sexuel dont j'avais conscience. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. J'avais 13 ans et ce qui s'est passé, c'est que donc on était au salon, on regardait, la télé, on avait mis une couverture sur nous Mmh. et mon amie Alice, à ce moment-là, elle mangeait beaucoup, beaucoup de sucre. Donc en fait, elle avait pris des bonbons, elle les avait cachés sous la couette et donc on était là en même temps, on regardait la télé et là, quelqu'un sonne à la porte et c'était une connaissance de sa mère. Sa mère était présente, hein. Mmh. Donc cette connaissance-là était un homme, donc lui, il vient s'asseoir à ma droite. Moi, je me souviens que j'étais assise comme ça, ma copine était assise là et sa mère était assise juste là. Mmh. Donc on avait une couette sur nous et donc le monsieur se présente, voilà, on parle un peu avec lui, on rigole un peu avec lui. Je crois qu'il avait plus d'une trentaine d'années et au bout d'un moment,
moi, j'avais la jambe qui était tendue et je sens, en fait, que il fait un peu des va-et-vient avec son pied. Mais moi, sur le coup, je réalise pas vraiment parce que je me disais: «Peut-être que je le gêne», donc je me mets comme ça, dans cette position-là et lui, il met vraiment la couette sur lui et là, en fait, il commence à mettre sa main sur ma cuisse et il la rapproche de plus en plus vers mes parties intimes. Mais en fait, personne ne voyait rien et là, c'est comme si le temps s'était arrêté pour moi. C'était, je le regardais comme ça, je voyais que lui, il regardait la télé, il faisait comme si de rien n'était. Je regarde sur ma gauche, je vois que personne ne calcule rien et en fait, j'étais tétanisée et j'arrivais pas du tout à bouger et là, la mère de ma copine justement, découvre que ma copine avait caché des bonbons, donc voilà. Donc elle commence un peu à lui faire la morale et ensuite elle nous dit: «Allez dans la chambre». Donc là, Dieu merci, l'homme n'avait pas pu aller davantage plus loin et ce qui s'est passé, c'est que, là, moi, je décide d'en parler quand même à ma copine. Je lui dis: «Voilà ce qui m'est arrivé, ce gars-là, il a mis enfin, il a mis sa main sur ma cuisse, puis ensuite il se rapprochait de là». Et elle, elle était choquée, elle voulait en parler à sa mère, sauf que moi, je lui ai dit: «Non, je veux surtout pas, s'il te plaît, promets-moi de ne rien dire». Et au final, elle n'a jamais rien dit. Mmh. Sauf que ce monsieur, je l'ai revu quelques semaines plus tard. Et en fait, quand je le voyais dans la rue, il me faisait vraiment des allusions sexuelles en me disant: «Quand je vais te v enfin, faudrait qu'on se voie, que tu viennes avec moi chez moi, dans mon lit». C'était une catastrophe. Mmh. Et ensuite, j'ai décidé d'en parler à une autre amie qui, elle, en a parlé à sa sœur, alors que je lui avais dit de rien dire, mais sauf que sa sœur a revu ce monsieur-là et puis elle lui a mis un coup de pression pour pas qu'il recommence. Et depuis, je crois que je l'avais revu qu'une seule fois, mais après plus jamais. Puis ensuite, c'était en 2014 et à l'âge de mes 14 ans, donc en fait, je me souviens, j'étais à un arrêt de bus et là, il y a un grand du quartier. Je crois que moi j'avais 14 ans à l'époque, lui il devait avoir 19-20 ans. Il s'était arrêté pour me proposer de me ramener chez moi. Sauf que moi, je lui avais dit non. Mais après, il commençait à être un peu dans la rigolade pour me mettre à l'aise et tout ça. Et en fait, lui, je le revoyais régulièrement. Des fois, il était devant le collège. Et en fait, il disait à tout le monde, elle, c'est ma protégée, personne ne la touche. Donc en fait, il me mettait en confiance. Donc, plusieurs fois, en fait, on s'est revus, on se disait bonjour, on rigolait ensemble et tout ça. Et je me souviens, en janvier 2009, je crois que c'était le 12 janvier 2009, en tout cas, il avait neigé. Il neigeait et j'étais, dans le hall d'un bâtiment avec ma copine et là, lui, il passe et il nous dit: «Les filles, alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez faire un tour de voiture?» Et moi, vu qu'il y avait ma copine, je me sentais en sécurité, donc j'ai dit: «Oui, pourquoi pas?» On a toutes les 2 dit oui, donc on a fait des tours de voiture, il faisait des dérapages sur la neige, donc on rigolait, il mettait la musique à fond et tout et au bout d'un moment, il y a un autre de ses amis qui l'a rejoint et donc on continue un peu, voilà, à rigoler et tout ça. Et ensuite, au bout d'un moment, j'ai pas compris. En fait, il lui a dit de de prendre sa propre voiture à son ami et en fait, ma copine est partie avec lui. Donc moi, je suis restée seule avec lui. Mmh. Donc il était là, il roulait son joint. Au début, on rigolait et tout ça et au bout d'un moment, il est parti se garer, en fait, dans un endroit sombre et en fait, là, l'atmosphère, vraiment, elle a totalement changé. Il a commencé à me faire des attouchements et en fait, moi, j'étais pétrifiée. C'est-à-dire que j'arrivais pas à bouger, j'arrivais même pas à parler. Donc après, il a passé à l'acte, moi je lui disais: «Non, arrête, franchement, ça me fait mal, non, 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 non», mais sauf qu'il continuait et donc ça m'a vraiment, ça m'avait vraiment traumatisée. Une fois, en fait, qu'il avait terminé ce qu'il avait fait, il a appelé son ami pour qu'il vienne me récupérer et qu'il me ramène chez mon père et en fait, dans la voiture, je me sentais vide, c'est comme si, en fait, on avait pris une partie de moi. Je J'étais pas bien, j'ai pas pleuré, hein, sur le coup et je suis partie voir mon amie Alice. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle était elle aussi en état de choc et en fait, j'avais pas envie de rentrer chez moi parce que je savais que chez mon père, il allait être alcoolisé. En fait, je savais pas quoi faire. Donc je crois que je suis restée pendant quelque temps dehors comme ça. Une fois que je lui ai dit: «Je suis partie de chez elle», je suis restée comme ça dehors et puis après je suis rentrée chez moi et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer et j'étais vraiment, je me sentais tellement vide à ce moment-là. J'avais même peur après d'aller aux toilettes, j'avais peur de tout Mmh. et en fait, ça a créé en moi une forme de, je sais pas comment je pourrais expliquer. Mais en gros, j'étais révoltée contre les hommes. Donc, je me disais: «Mais mon corps, il a été sali, je sers à rien, j'ai l'impression d'être un objet, en fait, pour les hommes». Mmh. Donc et c'est là que j'ai commencé vraiment à partir en cacahuète. Dans le sens où, je faisais n'importe quoi avec les hommes.
J'ai même failli devenir escort girl, mais bon ça c'est un autre, sujet. Mmh. Et non, je faisais vraiment n'importe quoi, je respectais pas mon corps et en fait ça me sur le coup, j'avais l'impression de voilà, de me sentir, voilà, victorieuse ou en force, mais une fois que j'avais fini de faire ce que j'avais à faire, en fait, je me sentais vide et triste, très triste. J'ai regardé des témoignages Mmh. de femmes qui ont subi l'abus sexuel et elles disent souvent elles se sentent coupables, coupables et la honte. Est-ce que c'était le cas pour toi? Oui, moi, c'était le cas. En fait, je me disais: «Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ci?» En fait, je m'en voulais à moi-même, même pas, en fait, à mon agresseur, à mes agresseurs, parce que j'en ai eu d'autres aussi par la suite. On m'avait aussi emmenée loin, on m'avait dit: «Si jamais tu me fais pas ci, tu me fais pas ça, je te laisse comme ça». Enfin, c'était, et je me sentais coupable, en fait. Je me sentais extrêmement coupable. J'avais la honte, oui, d'autant plus que moi, ça m'avait créé une réputation dans mon quartier. Donc enfin, ouais. Non, j'avais pas du tout un bon sentiment et puis je me sentais, en fait, je me sentais nulle à ce moment-là. Mmh. Je me sentais vraiment nulle. J'avais l'impression que je servais à rien, en fait, sur cette terre. Bien évidemment, je connaissais pas Christ. Mmh. J'avais l'impression que je servais à rien à part à donner du plaisir aux hommes. T'as subi combien d'agressions au total? Hem, Peut-être 3 ou 4, hein. Mmh. Et à ce moment-là, est-ce que tu étais en contact avec ta mère, vu qu'elle est partie? Est-ce que tu étais toujours en contact avec elle ou pas du tout? Oui, en fait, ma mère, elle est partie donc j'ai dit lorsque j'avais 12 ans, 12 13 ans et en fait, elle est revenue 1 an et demi plus tard. Mais quand elle est revenue, en fait, c'était compliqué parce elle avait repris contact avec mon ancien beau-père qui l'a frappée et en fait, elle était repartie vivre chez lui. Donc en fait, j'avais vraiment, enfin, j'avais pas de repères. Mmh. Parce que quand j'allais chez mon père, c'était l'alcool, quand j'allais chez ma mère, c'était la bagarre. En fait, elle a été vraiment sous son emprise et il y avait même de la sorcellerie qu'il avait fait sur elle et c'était compliqué. C'était vraiment très, très compliqué pendant cette période-là. Heureusement que j'avais donc Alice, ma meilleure amie, et heureusement aussi que j'avais d'autres copines, parce que quand j'étais avec elle, en fait, ça me permettait d'oublier. Ça me permettait d'oublier et d'être là, de rire et puis de profiter. Mais Mmh. sinon, quand je rentrais chez moi, non. Et tes frères et sœurs, ils étaient où à ce moment-là? Alors, ma grande sœur, elle n'était pas présente. Elle avait déménagé, elle aussi, en Angleterre. Et mon grand frère, lui, il avait déjà fait sa vie. D'accord. Donc, en fait, même quand on se voyait, je mettais un masque, en fait. Même devant mes copines, hein, je mettais un masque et je me mettais en mode Mélissa, la rigolote, tout ça. Et voilà. Et du coup, comment, tu as dit que ouais, du coup, tu as commencé à vriller, on va dire, entre guillemets. Comment cela a affecté ta vie personnelle et émotionnelle, émotionnellement parlant? Comment ça a affecté ta vie? Alors, en fait, je m'auto-détruisais parce qu'à cette époque-là, je me droguais. Quand je dis droguer, c'était pas de la cocaïne ou autre, hein, mais je fumais des joints, je fumais beaucoup, je buvais aussi beaucoup d'alcool. Donc, comme je disais, en fait, quand j'étais avec mes amis, je mettais un masque. Donc, personne ne pouvait savoir réellement ce que j'avais au fond de moi. Mais quand je me retrouvais seule, j'étais là, je pleurais, je cogitais, je me ressassais sans cesse tout ce qui s'était passé. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que ça m'est arrivé? Mais et après, bon, j'ai eu aussi une relation de mes 15 ans à mes 3 ans, de mes 15 ans à mes 18 ans, qui m'a permis un peu de me stabiliser. Parce que sinon, j'allais vraiment partir très très loin. Mais cette relation-là m'a permis de me stabiliser. Mais une fois que ça s'est terminé, j'ai recommencé à repartir voilà, en cacahuète. Mm. Donc, ouais, ça a été très très difficile. Comment t'as fait pour guérir? Alors, comment est-ce que j'ai fait pour guérir? C'est lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as donné ta Ouais, vie à Christ? alors, comment ça s'est passé? Alors, la sœur Ida, on se connaît depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, on s'est connus dans le monde carrément. Et en fait, on était en cours ensemble et on devait faire un stage à l'étranger. Et donc, quand on était à l'étranger, elle m'a dit: «Bon, bah, il y a mon oncle qui est pasteur dans cette église, est-ce que ça te dit d'y aller?» Tout ça. Donc, j'ai accepté, mais en fait, j'avais pas trop envie d'aller à l'église. Mais bon, je me suis dit: «Bon, ça va lui faire plaisir». Et quand on est arrivé en fait dans l'église, j'ai été touchée vraiment par la louange. Mm. Et là, je me suis mise à pleurer. Et
En fait, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais bon, c'est le Saint-Esprit. Mm. Et je me suis mise à pleurer. Et ce qui s'est passé, c'est que donc je continuais à aller à l'église. Et un jour, le pasteur nous a demandé est-ce que vous voulez donner votre vie à Christ? Et on a dit non. On a dit non, on n'a pas envie parce qu'on avait l'impression que donner sa vie à Christ, c'était se couper du monde en fait. Alors que moi, j'aimais le monde, j'aimais sortir en boîte de nuit, j'aimais les garçons, j'aimais tout ça. Donc moi, j'avais dit non, mais je continuais quand même à aller à l'église. Et après, derrière, bon, je faisais voilà mes bêtises. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais toujours à l'étranger, j'ai rencontré un homme qui était marié, mais qui était très riche. Et cet homme-là, justement, m'a dit, Mélissa, si jamais tu me donnes ton corps, je te donne tout ce que tu veux. Et moi, je voyais en fait les sacs, je voyais les voyages, voilà. C'est de là en fait où j'ai dit que j'ai pas eu devenir escorte parce que bah, j'étais prête à faire ça pour de l'argent. Sauf que j'ai dû rentrer en France. Et en fait, on continue à parler ensemble par message. Et entre-temps, j'ai emménagé sur Bordeaux. Et je crois quelques mois plus tard, il m'avait payé le billet d'avion, il m'avait pris l'hôtel pour qu'on puisse se voir. Donc moi, je m'étais dit, bon, allez hop, ça y est, c'est parti. Et quand j'arrive justement, donc c'était en Angleterre, de nouveau. Moi, je voyageais souvent en Angleterre à l'époque. Et quand j'arrive en Angleterre, donc lui, il avait tout réservé. Donc il m'avait laissé justement dans la chambre d'hôtel pour que je puisse me préparer. Donc moi, je commençais à me préparer tout, à me dire, ah, tac, je vais me mettre en mode, voilà, on va passer à l'action. Et sauf que quand il est venu, voilà, qu'on a commencé un peu voilà, les choses là, en fait, j'ai entendu une voix me dire, Mélissa, si jamais tu fais ça, tu es foutue. À plusieurs reprises. Et après, moi, je lui ai dit, écoute, franchement, je me sens pas à l'aise, je préfère pas en fait. Et en fait, il est parti comme un chat, comme si de rien n'était. Il est parti. Le lendemain, j'avais mon taxi qui est venu me chercher. Je suis revenue sur Bordeaux et à partir de ce moment-là, j'ai fait un vœu de chasteté. Où je me suis dit, la prochaine fois que je donne mon corps à quelqu'un, ce sera un homme avec qui je sais que, voilà, ce sera pour du long terme. Et petit à petit, je commençais à lire la Bible. Au départ, je voulais me convertir à l'islam. Sauf que je me suis dit, non, je vais voir les deux religions. Donc j'ai lu le Coran, pas en intégralité, mais j'ai lu quand même une bonne partie. J'ai lu aussi les hadiths. Et en même temps, je lisais la Bible. Et en fait, j'ai été touchée par la vie de Jésus. Et c'est là que j'ai compris en fait qui il était au travers la lecture. Moi, je voulais pas me laisser influencer par les vidéos qu'on peut voir sur YouTube ou en échangeant avec des personnes. Moi, je voulais vraiment me faire mon propre avis. Et j'avais vraiment été touchée. Il y avait un verset où il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes disciples, mais mes amis. Et ce verset-là, vraiment, il m'a touchée. J'ai pleuré. Et là, je me suis dit, non, c'est Jésus vraiment qui est la vérité. Là, j'ai rappelé l'oncle Dida, qui était pasteur, pour lui dire que ça y est, j'étais prête à me faire baptiser. Tout ça, ça a mis 4 ans. Hein. J'ai mis 4 ans. Et en fait, à partir de là, donc je suis partie en Angleterre, je suis partie me faire baptiser. Et là, j'ai consacré ma vie à Christ. Et ça a été le début vraiment de ma guérison. Enfin non, ça a été la guérison, mais ça a été le début de ma restauration. Mm. Parce qu'après, voilà, il y a eu d'autres étapes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces autres étapes, comment ça s'est passé, la guérison? Parce que ça n'a pas dû être facile quand même, c'est pas du jour au lendemain, ça, c'est un processus. Est-ce que tu peux nous prendre, nous raconter un peu cette partie-là de comment tu as vraiment mis le point sur la douleur et la guérison après? Alors, pour moi, l'étape de la restauration, en fait, il y a plusieurs étapes. Parce que justement, avant que je rencontre mon mari, je pensais être totalement guérie. Mais une fois que je l'ai rencontré, en fait, les choses sont revenues à la surface. Mm. C'est-à-dire que du moment où je me suis fait baptiser et avant que je le rencontre, je vivais ma vie. En fait, pour moi, j'étais totalement restaurée. En fait, j'ai l'impression que ça s'est fait un peu du jour au lendemain pour moi. Et en même temps, j'avais aussi donc, une conseillère spirituelle qui m'accompagnait, avec lequel aussi j'avais beaucoup échangé. Mais j'avais pas. En fait, je me sentais libre. J'avais plus cette culpabilité ou autre, je me sentais en paix. Mm. Sauf qu'en réalité, ça s'était enfoui. Parce que quand j'ai rencontré justement mon mari, c'est là qu'en fait j'ai commencé un peu à avoir des pensées que j'aurais pas dû avoir. En fait, je me disais, mais est-ce que si ça se trouve un jour on va être ensemble, il va me violer Vraiment, je me posais des questions. Je me disais, même si jamais on a un enfant, est-ce qu'il va pas voilà, faire des attouchements à notre enfant? Je me posais vraiment des questions, mais catastrophiques. Je lui ai même posé la question. Je lui ai déjà demandé, est-ce que tu as déjà violé quelqu'un? Dis-moi. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la restauration n'avait pas été totalement faite. J'avais un peu mis ça sous le tapis, mais j'en ai parlé justement avec le pasteur Nina.
Et j'avais parlé aussi avec ma conseillère spirituelle de ce que je ressentais. Elles m'ont dit que c'était tout à fait normal parce que là, j'étais en contact direct avec le sexe opposé. Mmh. Jusqu'à présent, je faisais ma vie Mmh. et là, Mais juste avant que tu rencontres ton mari, il n'y a pas. Quel a été ton rapport avec les frères à l'église? Ça faisait pas remonter des choses en toi? non, parce que faut savoir que j'étais très, très, stricte quand même. Donc en fait, je pense que ça aussi, ça a joué. Mais je pouvais parler avec les frères en toute amitié ou autre, mais il y avait pas de séduction ou quoi que ce soit. Alors là, je les arrêtais tout de suite. Moi, je suis pas comme ça. Et j'allais prier, j'allais demander au Seigneur si jamais c'était de sa volonté, et puis j'hésitais pas à dire aux frères, non, ça fait pas partie de la volonté de Dieu en fait. J'avais une fois aussi essayé, mais bon après ça a pas fonctionné. Mais j'étais très stricte à ce niveau-là. En fait, je me laissais pas approcher facilement. Revenons sur en fait quand tu as rencontré ton mari. Mhm. J'étais mariée. J'aimerais bien connaître un peu la rencontre, comment ça s'est passé. Comment on s'est rencontrés? En fait, on s'est rencontrés à l'église. C'était un jour des baptêmes. Juste avant, moi, j'avais fait une retraite personnelle. J'avais pris une chambre d'hôtel où je m'étais enfermée justement pour prier et méditer. Et en fait, le Saint-Esprit m'avait dit de mettre un habit de fête pour le lendemain. Moi, je pensais que c'était par rapport au baptême, mais en fait, non. Et donc on assiste au culte, puis ensuite il y a un temps de pause et avant que les baptêmes commencent, en fait, moi, je me suis assise et lui, il est venu s'asseoir juste à côté de moi. Et quand il est venu s'asseoir à côté de moi, en fait, j'ai entendu une voix qui m'a dit, hem, la voix qui m'a dit que, ensemble, en fait, on allait servir Dieu. Moi, sur le coup, j'ai pas compris. Il y avait une autre sœur qui était à côté de moi et je lui dis: «Mais c'est qui lui?» parce qu'en fait, il était arrivé il y a peu à l'église. Je lui dis: «C'est qui lui? Je l'ai jamais vu» et elle me dit: «Ah, je sais pas, peut-être c'est ton futur mari». Je lui dis: «Ah OK». Pourtant, c'était pas mon style. Aujourd'hui, je le trouve merveilleux et comment ça s'est passé? Ensuite, voilà, on a dû se lever pour prier pour les baptisés et là, j'entends de nouveau cette voix qui me dit: «Vous allez me servir à 2. C'est de cette manière-là que vous allez me servir» et Mais là, je ta me suis dit réaction à ce moment-là, c'était quoi? Parce que tu connais pas et tu entends cette voix. moi, je me suis dit: «C'est bizarre, hein, on va creuser». Je me suis dit: «On va creuser Saint-Esprit, là, on va creuser» Mhm. et après ça, justement, j'étais de service. Donc j'ai fait exprès d'aller le servir pour bien l'observer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce même jour-là, en fait, il avait parlé de moi à un autre pasteur. Sauf que ce pasteur-là avait dit que j'étais en couple, mais bon, c'était pas du tout le cas et toute la semaine, en fait, j'ai fait que de penser à lui. Que de penser à lui, que de penser à lui et là, je me suis dit: Mhm. «Non, vraiment, Seigneur, il y a quelque chose à faire, faut que j'aille lui parler». Le dimanche suivant, je suis en fait, au début, quand je voulais aller le voir, il m'ignorait. Je me suis dit: «Mais c'est quoi ça? Pourtant je suis pas invisible, donc en fait on me voit» et donc j'ai insisté, j'ai persévéré. Le royaume des cieux est forcé, il appartient aux violents Amen. et donc je suis partie le voir et je lui ai dit: «Bonjour frère, tu nouveau dans l'église, voilà, ça fait pas si longtemps que ça que je te vois» et là, en fait, il a commencé à me raconter toute sa vie en 5 minutes. Il parlait hyper vite, en plus, il était super gêné et là, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qui t'arrive en fait?» Et en fait, il était stressé par rapport à la discussion qu'il avait eue avec l'autre pasteur qui lui avait dit que j'étais, voilà, déjà engagée Mhm. et moi je lui ai dit: «Non, pas du tout». Donc après on a poursuivi la discussion et il a utilisé une technique de drague, parce que vu que je travaille dans les assurances, il m'a dit, «Bon, bah, moi j'aimerais bien faire un devis, avec toi». Bah, je lui ai dit: «Bah, tiens, bah, prends mon numéro» et c'est comme ça que ça a commencé. Ah, attends, pause. Pause. T'as dit que t'es allé voir le frère, Ouais. les sœurs. Ah oui, oui, oui. Parce que souvent on dit ah non, moi je vais pas y aller, moi je vais rien dire, nana et tout. Et moi je suis pour que ça soit l'homme qui fasse le premier pas et tout. Mais quand c'est toi qui as eu la révélation avant, comment se comporter du coup? Parce que Bah, en réalité, on a eu la révélation en même temps, ouais, parce ok. que le même jour, il a parlé de moi à un autre pasteur. C'est juste que moi j'ai pris le taureau par les cornes en allant directement lui parler. Or Mhm, que si jamais je serais pas partie lui parler, lui, il serait resté sur ses idées, le fait mhm, que je sois déjà engagée. oui. Or que c'était pas du tout le cas. Et le cheminement du coup jusqu'au mariage, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette partie? Ouais, le cheminement, alors ça a pas été facile au départ parce que, moi, on va dire que j'étais quand même assez avancée dans la foi et lui, il débutait. Donc, il y a eu beaucoup de fois où on s'est séparés, on s'est remis ensemble, on s'est séparés, on s'est remis ensemble. Et par rapport justement aussi aux témoignages liés au viol, Mhm. quand lui et moi, ça a commencé à se concrétiser, j'ai commencé un peu à avoir peur et c'est à ce moment-là où je me posais ces questions-là, où je me disais: «Mais attends, on sait jamais, là, c'est un homme,
À tout moment, il peut me violer comme ça, je sais pas, ça se trouve, il a déjà violé des femmes. Et puis un jour, on s'est assis, on a parlé de ça justement. Je lui ai raconté mon témoignage de A à Z Mmh. et il a compris. C'est au même moment où je lui ai posé les questions: «Est-ce que toi, tu as déjà violé quelqu'un?» Et il m'a bien évidemment, il m'a dit: «Non» et voilà, en fait, je pense que quand on est en cheminement et qu'on sait que c'est la bonne personne, faut pas avoir peur de raconter son témoignage. Moi, en tout cas, je suis pour. Tu as rencontré ton mari, vous cheminez ensemble, Mmh. tu travailles sur tes blessures, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour, travailler sur ces blessures-là? Est-ce que c'est la prière? Est-ce que, tu as regardé des vidéos ou, qu'est-ce que tu as mis en place, à ce moment-là? Non, alors moi, ça a vraiment été, comme je disais tout à l'heure, la prise de position. Moi, en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Après, chacun fonctionne différemment. Mmh. Mais moi, je sais que quand je me positionne d'une certaine manière et que je prie aussi, je déclare, après, c'est fini. C'est fini. Et justement, après avoir eu les échanges avec le pasteur Nina et mon ancienne conseillère spirituelle, j'ai pris un temps avec le Seigneur où j'ai dit vraiment: «Seigneur, enlève de moi toutes ces craintes que je peux avoir qui commencent à nourrir mon âme et vraiment fais une restauration profonde». Et en fait, j'ai été vraie avec le Seigneur. Je lui ai dit: «En fait, mais ce que j'ai fait jusqu'à présent, certes, c'était bien, mais je me rends compte qu'en fait, j'avais mis, un peu mes peurs sous le tapis et là, ça commence à se réveiller. Donc vraiment, aide-moi, Seigneur, à pouvoir surmonter ça et à ne pas me laisser justement conduire par mes peurs, par mes craintes et par mon passé». Mmh. Et après, j'ai parlé à mon âme. J'ai dit: «Mon âme, tu te» voilà, j'ai proclamé la parole de Dieu et c'est comme ça que ça s'est fait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne avec le Seigneur. Mmh. Je suis vraie avec lui. Quand ça va pas, je me pose, je parle avec lui, je lui dis les choses et après je parle à mon âme et après Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de du passé? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? qu'est-ce que je lui dirais à mon moi du passé? Sois forte, toute chose passe. C'est ce que je lui dirais. Toute chose passe et avec l'aide de Dieu et en prenant une décision, parce que oui aussi par rapport au fait que, j'ai été guérie, ça c'est venu aussi d'une décision. Parce que j'ai décidé en fait, à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, j'ai décidé en fait, j'ai accepté. Parce que souvent quand on est victime de viol ou d'agression sexuelle, le fait qu'on n'ait pas, je sais pas comment expliquer. Le fait qu'on se culpabilise, c'est parce qu'on n'a pas accepté la situation. Mmh. Et moi, j'avais décidé d'accepter la situation, de me dire: «OK, ça m'est arrivé, mais ça fait partie aussi de mon témoignage». Donc j'aurais très bien pu dire: «Oui, mais pourquoi Seigneur, tu m'as fait ci, ça, ça», mais vu que ma conversion, elle a été très radicale, en fait, j'ai compris directement que bon, bah, ça allait servir de témoignage et effectivement, ça fait partie de mon histoire, il faut que je l'accepte. Donc j'ai pris une décision et puis après, justement, bah, le Saint-Esprit fait son œuvre, hein, il nous apporte la paix et il nous apporte la paix tout simplement. Quel message donnerais-tu à une personne qui a subi, la même situation que toi? Le message que je lui donnerais, c'est de prendre une décision, de prendre la décision de s'en sortir. Après, c'est un cheminement. Mmh. Parce que comme j'ai expliqué, quand j'ai donné ma vie à Christ, je pensais être totalement restaurée. Il a fallu que mon mari vienne pour que ça puisse remettre les choses à la surface. Enfin, pas totalement, mais au moins, voilà, les peurs, les questionnements. Et si ça se trouve, même quand je vais avoir un enfant, peut-être que il y a certaines choses qui vont revenir à la surface. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment un processus, Mmh. mais il faut savoir se positionner et prendre la décision de s'en sortir, accepter que c'est arrivé, en parler à des personnes de confiance, ça c'est hyper important. Comme je disais, des personnes qui sont sages, des personnes qui sont matures, des personnes qui vont nous aider quand on aura des moments de faiblesse, des moments de trouble, des moments où même, voilà, où on peut avoir des flashbacks. Il faut vraiment en parler, avoir des personnes de confiance. Et avant tout, vraiment, c'est Jésus, parce que c'est vraiment lui qui apporte la paix, vraiment, qui apporte la paix et qui nous aide à traverser ce chemin-là de restauration plus facilement. Mmh. C'est vraiment ça. Donc, prise de décision, Mmh. avoir des personnes de confiance, mais surtout se confier en l'Éternel. Ça, c'est super important. Mmh. Amen. Ouais, Amen. c'est vraiment très, très important. Parce qu'en fait, je trouve que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. C'est vrai qu'il y a une prise de décision, c'est le plus important parce que Dieu fonctionne justement avec notre positionnement. Et il y a que avec lui vraiment où, en fait, on peut être totalement restauré.
Mmh. Là, aujourd'hui, j'en parle, franchement, il y a même des fois où j'oublie que ça m'est arrivé, tellement je suis dans une paix, je suis bien. Ouais. Mmh. Mais comme je disais, là, il y a une autre étape de ma vie où là, je vais vraiment pouvoir savoir si, ah, là, tout Ouais. va bien, Mmh. c'est quand je vais avoir un enfant. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui retransmettent en fait leur traumatisme Mmh. à leurs enfants. Mmh. Et moi, pour moi, ça va être un véritable challenge. Là, je vais me dire: «OK Seigneur, alors comment ça se passe?» Si ça se trouve, je vais venir te voir, je vais dire d'amitié: «En fait, il y a rien, hein, je suis en paix, Bon, j'ai peur parce qu'avec tout ce qu'on peut entendre à la télé, ça peut être normal, mais en gros, je rejette pas mes traumas sur mon enfant. Mmh. Ou si ça se trouve, je vais te dire: «Ah, là, je sens que ça a réveillé des trucs, faut encore que j'aille creuser avec le Seigneur». Mais quand tu dis rejeter ton trauma sur, l'enfant, c'est-à-dire, savoir où est-ce que avec qui tu la laisses, les choses comme ça C'est ou? ça, c'est exercer en fait une surprotection sur l'enfant Mmh. et être trop derrière lui et voilà, vraiment le surprotéger. Mmh. J'ai des copines à qui c'est arrivé justement, elles ont surprotégé leur enfant à cause de ça et puis au final ça a pas mis une bonne atmosphère, mais c'était lié justement à leur traumatisme, lié à l'inceste qu'elles ont pu vivre et moi pour moi ça va être un challenge. Ça va être une autre étape pour savoir si, ah, il y a encore des choses à travailler Ouais. ou si tout est bon. Pour moi là, aujourd'hui, tout est nickel, mais il y a que quand je vais arriver sur le fait accompli que je vais savoir. Mmh. Mmh. Comment, pardonner à ton agresseur? Comment en fait, tu te dis, «Je pardonne» parce que c'est dur, c'est difficile le Mmh, mmh, pardon. mmh, mmh. Donc comment arriver à ce niveau, où tu te dis, «Je pardonne»? Franchement, c'est pas facile, hein, parce qu'au départ on s'en veut, on a honte, mais en même temps cette personne-là, en fait, c'est vraiment un sentiment qui est très spécial à expliquer. J'aurais même du mal à mettre les mots sur ça, mais au départ on se culpabilise soi-même, mais après quand on regarde son agresseur, on éprouve du dégoût. Et comment arriver justement à pardonner? C'est avec le temps, c'est le temps. Et comme je disais, c'est aussi accepter ce qui est arrivé et décider d'avancer. Mmh. Et bah, remettre cette situation entre les mains du Seigneur. Ce que je suis en train de dire, ça paraît facile, hein, mais ça peut prendre du temps. Et aussi ça qui est très important, c'est que le processus de restauration fonctionne avec le temps. Moi, par la grâce de Dieu, ça s'est fait rapidement, mais il y en a d'autres pour lesquels ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais il faut se laisser le temps. Mmh. Et il faut accepter ce qui s'est passé et demander à Dieu vraiment la compassion. La compassion. Je me souviens que j'ai témoigné il y a pas très longtemps pour aussi une personne que je connais qui s'est fait agresser et on m'a demandé si moi je voulais pas porter plainte par rapport à mon agresseur. Moi j'ai dit: «Non, aujourd'hui, je l'ai pardonné, même si je le revois dans la rue, je vais pas du tout» parce que d'ailleurs même après je l'avais revu, mais j'avais pas eu du tout de haine ou quoi que ce soit. Je me disais: «Mais enfin, voilà quoi». Mmh. Je sais pas quoi dire. Mmh. Non. Et donc j'ai refusé de porter plainte contre lui parce que, bah, non. Alors attention, ce que je suis en train de dire, ça c'est vraiment moi. Mmh. C'est vraiment moi parce qu'il faut pas que, les personnes se disent: «Ah bah non, bah on va faire comme Mélissa, on va pas porter plainte». Non, 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 non. Moi j'invite justement les personnes qui ont vécu ça à ne pas hésiter à porter plainte, mais moi ça a été vraiment un choix personnel. Je voyais pas J'avais pas envie d'aller porter plainte tout simplement. Mais pour celles qui sentent que il faut qu'elles portent plainte, il faut que justice soit faite, surtout n'hésitez pas, c'est très important. Je veux pas induire les personnes en erreur au cas où, Oui, mmh, oui. Et pour celles qui se renferment, pas d'amis, elles sortent pas, elles sont tout le temps, enfin, à la maison toutes seules, qu'est-ce que tu pourrais dire, à ces femmes-là? à ces femmes qui se renferment, c'est surtout, beh, d'avoir une personne de confiance en qui parler parce que ça, en fait, si jamais on se renferme par rapport à cette situation, on va être dans un cercle vicieux et en fait, on va jamais s'en sortir. Mmh. Et comme je disais, il y a une prise de position à avoir, c'est il faut décider de s'en sortir, accepter que ça se soit passé, accepter d'avoir été victime et chercher justement à s'en sortir. Faut Mmh. se battre parce que c'est pas facile, il y a une dualité en fait qui se crée. Mmh. Il y a une dualité qui se crée, plus bon, là je vais parler surtout du côté spirituel, mais l'ennemi en profite justement pour pouvoir nous isoler, Mmh. pour nous donner des très mauvaises pensées et il faut vraiment sortir de ça, il faut se faire violence. Il faut se faire violence, parler avec des personnes de confiance et surtout prier aussi par rapport à ça. Se confier en Seigneur et lui-même nous aide. Mmh. Mmh. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tes parents sont au courant quand même ou pas du tout? Pas toujours pas?
Oui. Mon père, non, il est pas au courant, non. Ah non, 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 ça je pourrais pas. Non, mon père est pas au courant. En revanche, ma mère, si. Ma mère, si, parce qu'on a eu plusieurs cas d'inceste dans la famille. Mmh. Et il y a eu un jour, en fait, on a fait une réunion de famille où chacune, en fait, disait ce qui lui arrivait. Et là, moi, ça a été l'occasion de parler avec ma mère de ça. Mais vu que j'étais, restaurée à ce moment-là, en fait, je lui parlais de Chris. Je lui disais ce qu'il m'a apporté et comment est-ce que j'ai réussi à m'en sortir. Mmh. Donc au final, elle a pas culpabilisé à ce niveau-là. Enfin si, non j'abuse. Elle s'est quand même culpabilisée en disant mais parce que vu qu'elle était pas bien à ce moment-là, parce qu'avec son ex-compagnon, ça se passe très mal comme je l'ai expliqué, elle s'en est voulu de pas avoir été présente et de ne pas avoir su voir en fait ce qui se passait. Mmh. Et quand on n'a pas assez de recul, on peut très vite en vouloir à ses parents. Moi, je me souviens que j'en ai beaucoup voulu à ma mère pendant un moment. Beaucoup, beaucoup voulu à ma mère et ce qui a permis en fait de crever l'abcès, c'est d'échanger avec elle et qu'elle s'ouvre aussi. Mais non, après quand je lui ai parlé, quand je lui ai témoigné justement, ça l'a mis en confiance. Donc ouais, ma mère est au courant, ma petite sœur est au courant, ma grande sœur est au courant. Là maintenant, j'ai aucun gêne à en parler. Mmh. S'il faut en parler, j'en parle. Mmh. Parce que j'aimerais rajouter aussi, c'est Mmh. que c'est vraiment pas un mythe de dire que, Dieu restaure. On peut se dire: «Pourquoi est-ce que Dieu a laissé, cette chose-là se passer? Si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il permet ça?» Il faut pas oublier qu'on a le libre arbitre et malheureusement, certaines fois, on peut être victime de ce que des hommes, en fait Mmh. et le tout, c'est pas de s'apitoyer sur son sort. C'est vraiment pas ça. Mais quand je dis que Dieu restaure réellement, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est vraiment qu'en lui qu'on peut trouver cette paix-là. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai passé le niveau, où après j'ai rencontré mon mari et mon autre challenge, ça va être quand je vais avoir des enfants pour savoir si mais ça veut pas dire que quand par exemple, quand je suis rencontré mon mari, ça veut pas dire que j'étais tombée dans un bad mood, pas du tout. C'est juste que c'était des mauvaises pensées qui refaisaient surface et qu'il fallait que je traite pour aller mieux. Mais sinon, j'étais pas redevenue la Mélissa d'avant. Ah, je suis là, je pleure chez moi dans le secret. Non, 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 non. Mais Dieu restaure réellement. Mmh. Et ça, c'est important de le savoir. Il faut juste faire un pas vers lui, et lui, il en fait 1000 vers nous. Et c'est ça le plus important. Donc, faut pas se dire que, ah non, Dieu, il nous a abandonnés. Pas du tout, il abandonne personne. Sinon, si jamais tu me regardes, tu serais pas encore là, sur cette terre. Il t'aurait déjà pris. Si jamais t'es encore là, c'est qu'il va accomplir des choses avec toi. Donc, faut rester Mmh. attaché à lui. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais pour celles qui ont pour qui ça a créé la haine des hommes? Il faut savoir que tous les hommes ne sont pas comme ça. Parce qu'il y a même des hommes qui sont victimes de viols Mmh. par les femmes. Et il y en a énormément. Moi, aujourd'hui, j'entends des témoignages de personnes même que je connais, où j'ai appris que dans leur enfance, en fait, ils ont été violés par une femme. Mais il y en a énormément. Mmh. Il y en a énormément. Mais tout ça, il faut vraiment se laisser le temps d'être restauré, prendre la décision et ne pas aller plus vite. Ne pas faire genre la warrior. Même je parle aussi à certains chrétiens, parce que souvent, on se dit: «Allez hop, c'est bon, ça y est, allez hop» et après on témoigne direct. Non, 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 faut vraiment prendre le temps et checker. Mmh. Checker chaque émotion qu'on peut ressentir, faut checker. Mmh. Il faut prendre le temps. Mmh. Mmh. Moi, je disais par rapport à mon témoignage qu'effectivement, ça s'est fait rapidement, mais ça, c'est moi, c'est ma manière de fonctionner. Il y en a qui mettront beaucoup plus de temps que ça. Il faut laisser le temps de Dieu se faire. C'est le temps de Dieu le meilleur. Mmh. Est-ce que tu peux t'adresser à une femme qui pense qu'elle a perdu sa valeur, parce qu'elle a subi un abus? Mmh, mmh, mmh. Donc c'est vrai que quand on subit un viol ou une agression sexuelle, on a l'impression qu'on nous a volé quelque chose qui nous appartenait. Mmh. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ça, c'est un mensonge du diable. Vraiment, c'est un mensonge du diable. Effectivement, celles qui perdent leur virginité par rapport à ça, en fait, c'est possible de la retrouver. Mmh. C'est vraiment possible de la retrouver et c'est possible aussi de comment dire? La valeur en réalité, rien n'a été volé ou rien n'a été perdu ou autre. Non, non, vous avez encore tout en vous. Tout en vous. C'est juste qu'il faut que vous vous réconciliez avec vous-même, avec votre corps. Mmh. Ça, c'est très important. Et pour ça, justement, il y a aussi des professionnels. Faut pas hésiter à aller en parler à un psychologue. Mmh. Moi, effectivement, j'ai parlé du fait que j'avais beaucoup échangé avec justement le pasteur Nina et aussi euh, mon,
ma CSP, ma conseillère C'est vrai. spirituelle, mais faut pas hésiter aussi à aller en parler à des professionnels. Faut pas hésiter, faut parler de tout ça parce que la parole est créatrice, en fait. C'est à force d'échanger même que au final, c'est là qu'on prend conscience que non, on a réellement de la valeur ou autre, que rien nous a été volé, au contraire. Et il faut surtout pas hésiter à en parler. Et comme je disais, je sais que je me répète, hein, mais ça, c'est hyper important. Tout part d'une prise de décision. Je décide de sortir de cette situation. Je décide de sortir de ces mauvaises pensées. Je décide vraiment d'accepter ce qui m'est arrivé et de continuer d'avancer. Je décide de guérir, je décide d'être restaurée. Tout part d'une décision. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour ton passage, merci pour ton témoignage et que Dieu vraiment restaure Amen. une femme. Merci à toi d'avoir suivi jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, un autre thème. Bye. Bye bye.